Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, et il y en a de l'actualité qui va évidemment vous faire réagir au 0826 300 300 avec aujourd'hui Thierry Guerrier. Bonjour Thierry, journaliste politique, éditorialiste. On retrouve votre éditorial tous les lundis dans le Grand Matin Sud Radio. Xavier Iacovelli, sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine, secrétaire général de Territoire de Progrès. Bonjour. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Bonjour Sophie. Bonjour. Et Jean-Luc Benamias qui est à Marseille avec nous. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour à vous. Jean Castex, donc ce matin, qui était chez nos confrères de France Info, a dit pas mal de choses, entre autres qu'il fallait limiter le nombre de personnes qu'on reçoit chez soi. Qu'en pensez-vous? On va évidemment revenir sur l'attaque du commissariat à Champigny-sur-Marne avec toujours des déclarations, c'est inadmissible, ça doit changer. Mais quoi? Qu'est-ce qui doit changer? Comment ça va changer? Et puis Sophie Pétronin, que pensez-vous de sa libération, de ses déclarations, du fait que le président de la République ne se soit pas exprimé? On va commencer avec un petit tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Xavier Iacovelli. Alors moi j'ai un coup de cœur sur l'adaptation en film pour France 2. Réalisé par Hakim Isker, qui reparle en fait de la vie de Lies Loufoque dans l'enfer des foyers, qui est donc un jeune qui a vécu les foyers sous la protection de l'enfance, et ça met bien en avant les carences de cette protection sociale, cette protection de l'enfance dans notre pays, qui est encore une fois sous la responsabilité des départements, mais qui est souvent une variable d'ajustement budgétaire. Et donc je trouve que le timing est excellent à quelques mois des élections départementales. Je trouve que voilà, de faire ce film-là sur l'adaptation d'un ancien enfant placé, qui est un peu le porte-parole des anciens enfants placés, je trouve que c'était un coup de cœur que je voulais faire. Ils sont en tournage aujourd'hui en Seine-et-Marne. D'accord, mais c'est effectivement, en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine, et Lies Loufoque est particulièrement active, militant, et c'est vrai que c'est très important. Thierry Guerrier. Alors moi c'est assez banal, mais je trouve qu'en ce moment il faut vraiment avoir la foi chevillée au corps quand on est un acteur, un homme ou une femme de terrain du service public, et je voudrais rendre hommage à la fois aux 1000 agents du service public, que ce soit les sapeurs-pompiers, les postiers, les agents municipaux dans la vallée de la Vésubie par exemple, ou de la Roya, qui sont à l'œuvre pour essayer de remettre sur pied une région qui vit en ce moment un drame qui ne s'est pas interrompu ou qui n'a pas été réglé au bout de quelques jours. Et puis aussi, de l'autre côté, les policiers de la BAC de Champigny-sur-Marne, par exemple, ou ceux des équipes de nuit, qui sont confrontés à ce qu'on sait tous les jours. On y reviendra dans un instant. Mais leur rendre hommage ne faisait pas de mal ce matin. Les fonctionnaires, ça ne fait pas que coûter, ça aussi, ça protège et ça aide, et ça fait fonctionner la machine. Alors vous avez raison, monsieur il faut rendre hommage à ces fonctionnaires-là, ces fonctionnaires qui sont vraiment sur le terrain, et ça fait effectivement une immense différence avec ceux qui sont absents, avec ceux qui ont ruiné des boîtes à la poste en distribuant pas le courrier, avec ceux qui ne répondent pas et qui ont fermé leur perception au moment où tout le monde déclarait ses impôts. C'est marrant parce qu'au moment où on leur rend hommage, vous leur tombez dessus systématiquement. Parce qu'on dit les fonctionnaires, non pas du tout, je dis, c'est vachement bien, on peut leur faire parce que ce n'est pas les fonctionnaires. De temps en temps, quoi. Pour une fois qu'on ne tape pas sur les fonctionnaires. Ceux qui sont à la manœuvre en ce moment, c'est les fonctionnaires aussi. Je rends un immense hommage à ceux-là, et à ceux de la santé, et à ceux qui bossent. Mais c'est très drôle de voir à quel point cette fonction publique, il y a une elle est diverse. Elle est diverse. C'est comme le monde des entreprises. C'est très divers. Mais j'ai envie de dire, c'est comme l'humanité. Il y a des cons partout, j'aime bien cette phrase de dire il y a des cons partout, chez les journalistes, chez les médecins, et il y a des flemmards partout, absolument. Il y en a partout. Chez nous aussi. Sophie, c'était un coup de cœur. Oui, alors c'est un double coup de cœur. C'est un coup de cœur, et je pense qu'il va inciter François Hollande à dire « moi j'aime les riches ». Oui, parce qu'on rappelle qu'hier il a dit qu'il fallait taxer les plus riches. Et je voulais faire un coup de cœur pour Bernard Arnault, qui vient de donner une somme colossale à l'Institut Pasteur, 5 millions de Lille, qui est en train de travailler sur une molécule qui va soigner le Covid. Donc les entreprises aussi peuvent être absolument, merci Valérie. Positives. N'oublions pas que j'aime ma boîte jeudi. Et je voulais faire un coup de cœur, parce que un coup de cœur aux plus riches et aux plus grands entrepreneurs qui soient, et un coup de cœur à un petit artisan tout seul
seul, qui s'appelle l'Épée de Cuir, qui est rue de l'Épée de Bois, dans le 5e à Paris, et qui répare avec un talent invraisemblable les valises, les sacs, etc. Et vous savez, le vrai talent d'artisan, avec un amour de son métier incroyable, qui a été tout seul. Sur lui, l'argent n'a pas ruisselé. Parce qu'on a aidé beaucoup d'entreprises. Ça sent le vécu, non? Oui, oui, parce qu'il était ce type fabuleux. Il cherche des gens. Il y a beaucoup plus de difficultés à trouver des artisans. Et j'ai été très émue en allant chez lui de voir l'amour du métier et des gens qui ne sont plus ou pas assez reconnus. Absolument, et oui, les artisans, en plus en ce moment, sont particulièrement à la peine. Jean-Luc Benamias. C'est un coup de gueule ouais. sur la façon dont est traitée la Convention citoyenne sur le climat. Le président de la République avait dit il y a quelques mois qu'en dehors de quelques solutions qu'il proposait, 2 ou 3, le reste serait étudié. Et au fur et à mesure des semaines et des jours, on enlève à peu près toutes les propositions faites par la Convention citoyenne. C'est un événement, cette Convention citoyenne en tant que telle. On peut en penser ce qu'on en veut, le tirage au sort, c'est quelque chose de compliqué, mais il y a eu une vraie participation, une vraie crédibilité quelque part. Et voilà la façon dont c'est traité au fur et à mesure. Et vous regardez le budget tel qu'il est proposé aujourd'hui par le ministre de l'économie et par Bercy, la façon de traiter l'environnement, l'écologie au sens large et au sens précis, est ignorée. On continue à faire comme s'il ne s'était rien passé. Oui. C'est-à-dire que vous pensez que cette convention ne va pas déboucher sur grand-chose ? Moi je le pense, en tout cas je regarde la façon dont ils y ont participé. Ça se passait au Conseil économique, social et environnemental, donc on pouvait regarder de très près, nous. C'est une garantie. C'est pas une garantie, non, mais au moins c'est une perspective. Non, mais Jean-Luc, je suis d'accord, mais sincèrement, est-ce qu'ils n'ont pas autre chose à faire? Moi, je veux bien. Cette convention, elle est arrivée à un moment où on pouvait avoir le temps de réformer tranquillement. Là, on est bousculé de tous les côtés, on est bousculé dans nos entreprises. Mais justement, vu qu'on est bousculé de tous les côtés et qu'on voit que les grands événements dans le monde, notamment les virus, mais il n'y a pas que les virus, continuent à exister, il était se donner le moment de réfléchir à la façon d'envisager les modes de production. Je suis d'accord là-dessus. Est-ce que c'était le moment d'interdire la pub? Je termine. On a l'impression que, en fait, non, il ne se passe rien. C'est pas grave. On continue comme avant. Eh bien, je crois qu'on ne peut pas continuer comme avant. Non, mais on est dans une période assez compliquée aussi. Thierry, la pub. Moi, je trouve Jean-Luc Benamias, évidemment, en posture que je salue au passage, puisqu'il est à Marseille. Mais je ne suis pas d'accord avec vous, toi, enfin, on se connaît depuis des années, sur un point précis. Je pense que le président de la République a commis une erreur de communication, et donc une erreur politique, en embarquant 146 sur 150 ou 149 des mesures de la Convention citoyenne, et en disant on va les adopter. Parce qu'au fond, quand il est devant la réalité et qu'il doit les appliquer, eh bien, il se rend compte que, par exemple, certaines d'entre elles, quel que soit le travail remarquable qui a été fait par les conventionnels, c'est pas applicable. Exemple, l'industrie aéronautique, l'aviation, les compagnies aériennes, la taxe qu'ils voulaient ces conventionnels imposer, et c'est évident que déjà dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, si nous le faisons, eh bien nous les tuons définitivement, et avec à la clé toute la kyrielle des chômeurs qu'il faudra que tu ailles remercier et auprès de il faudra que tu ailles t'expliquer. Soyons sérieux. Le président de la République a commis une erreur politique en allant trop vite, alors qu'il voulait montrer que justement il y avait une démarche positive. Pour autant, regardons le budget, 30 milliards des 100 milliards de relance qui vont être consacrés par exemple à la rénovation thermique des bâtiments. Ne disons pas qu'il ne s'est rien passé. On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. Et je voudrais compléter M. Benamias, parce qu'on a soutenu un gouvernement précédemment qui n'avait pas forcément la même volonté qu'aujourd'hui sur la question de l'écologie. Je rappelle quand même que pour la première fois et pour le premier pays au monde, on va avoir un budget où on va mesurer l'impact environnemental. Des mesures prises. Donc ça, je pense que c'est aussi... Il n'y a pas seulement effectivement les milliards qu'on peut mettre, mais il y a aussi l'impact qu'on va mettre sur des politiques, la méthode. Et je pense que ça c'est très important, c'est à saluer. C'était pas forcément une demande de la Convention d'ailleurs, mais je pense que c'est important de pouvoir mettre ça en avant et donner parfois, je sais que c'est compliqué en ce moment, pour certains, mais parfois donner un peu de crédit au gouvernement qui fait du mieux qu'il peut dans une situation quand même et sanitaire et économique quand même catastrophique.
très compliqué. Vous êtes parfait, je vous écoute et je reste poli. Je pense que vous êtes à ce niveau-là largement déconnecté des positions, non pas uniquement de la Convention citoyenne, mais d'un ensemble extrêmement important d'associations s'occupant de l'environnement, de la LPO. Enfin, mais le nombre de militants ne fait pas la réalité. Franchement, qui sont des gens professionnels par rapport à ça, même s'ils sont généralement bénévoles, professionnels de le nombre des militants et des mensonges ne fait pas la réalité. La façon dont le gouvernement s'occupe de l'environnement n'est pas Jean-Luc, je peux dire juste un tout petit mot. Je pense qu'ils ont au contraire pris un tournant incroyable, et d'ailleurs un tournant qui est politique, car je suis tout à fait d'accord, la population a envie qu'on verdisse l'économie. Mais je voudrais donner un exemple très simple de cette convention. Au moment où il y a des agences de voyage qui sont en train de disparaître, où on les subventionne à Bercy, qu'est-ce qu'on fait? On va interdire la pub sur les compagnies d'aviation, les déplacements, les agences de voyage, parce que ça pollue. Il y a une telle injonction contradictoire à un moment où nos boîtes font faillite, qu'il y a un moment où on peut pas. Il faut dire pouce. Bon, allez, on va changer de sujet. Moi, j'avais un coup de gueule, qui concerne Marseille. Enfin, un coup de gueule ou une consternation. Encore 2 jeunes filles qui sont aujourd'hui entre la vie et la mort parce qu'elles ont été prises pour cible. Enfin, elles étaient dans une voiture qui a été prise pour cible de voyous. Et c'est vrai qu'il y en a marre, d'entendre ça et que rien ne change. Donc ça, on en reparlera à propos de Champigny. Mais je sais pas, Jean-Luc, vous qui vivez à Marseille, cette insécurité qui règne un petit peu partout, pas qu'à Marseille bien évidemment, mais c'est vraiment désespérant. Ce genre de faits divers réguliers, je ne sais pas qu'à Marseille. Non, bien sûr. Moi, je me sens en sécurité à Marseille. Sérieusement, et je ne vis pas dans les quartiers bourgeois. Mais vraiment, voilà, j'ai appris ça ce matin comme vous. Incompréhensible, qui est visé, qui n'est pas visé. Ouais. Bon, voilà. Il y a tout, on en parlera, vous l'avez dit, Valérie. On va en reparler avec Champigny et sur l'impuissance de l'État. On va peut-être marquer une pause tout de suite, comme ça on pourra démarrer sur nos sujets sans être interrompu. On va parler donc déjà de Jean Castex ce matin, qui a annoncé que la France faisait face à une forte deuxième vague, et donc il demande aux Français de limiter le nombre de personnes qu'ils reçoivent à domicile. À tout de suite. Et le débat continue sur Sud Radio, ça ne s'arrête jamais. On va commenter donc cette déclaration de Jean Castex ce matin. Il demande aux Français de limiter le nombre de personnes qu'ils reçoivent à domicile. Il a précisé que la deuxième vague était bel et bien là, qu'il y avait une progression importante, qu'il ne fallait pas se relâcher pour sauver des vies, épargner les soignants. Il dit que rien n'est exclu pour lutter contre la circulation du virus, que des mesures supplémentaires pourront être prises dans les 15 jours si la situation continue à se dégrader. Le président de la République doit s'exprimer mercredi prochain, mais d'après Sophie, le président de la République ne donne pas de mauvaises nouvelles, donc ça n'augure... À mon avis, s'il va s'exprimer, c'est pas pour faire flipper les Français en leur disant vous êtes confinés, etc. Je pense qu'à la limite, il peut laisser ça le soin à d'autres. Enfin, j'espère. Je précise quand même que Jean Castex a dit que tout doit être fait pour éviter un confinement généralisé. Mais demander aux Français donc de diminuer le nombre de gens qu'ils reçoivent chez eux, Thierry Guerrier. Moi, vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote, peut-être un petit peu égocentrique, mais, vendredi matin, je me dis, je n'ai pas vu ma mère depuis 15 jours. J'ai une maman qui a 86 ans, qui vit chez elle, dont on s'occupe, qui vit sa vie très bien, qui fait très attention. Ok, je vais la voir dimanche. Eh bien, vendredi, j'ai été me faire tester. Un test sanguin pour être sûr. Et puis après, j'ai fait très attention à qui j'ai vu entre vendredi et dimanche. Parce que je pense qu'il faut faire attention à ses proches. Le Premier ministre nous renvoie à notre propre responsabilité. Alors, laissez-moi finir, si vous permettez. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement il faut essayer de faire attention, tout le monde n'a pas les moyens d'aller se faire tester. Je l'ai payé mon test moi-même, il n'y avait pas de médecin pour me donner une ordonnance. Bon, très bien. Ça m'a coûté 38 €. Bon, voilà. Mais par ailleurs, nous nous sommes organisés avec mes frères et sœurs et les neveux pour ne pas venir à plus de 4, par exemple, à son domicile, pour faire attention à être masqués. Elle en rigole parfois, elle se moque même de moi. Mais voilà, elle a l'âge du risque. Et donc, non. Mais vous savez que c'est le test PCR que vous auriez dû faire, parce que le test sanguin... Non, pas le deuxième. Maintenant, dans les tests sanguins, il y en a 2. Il y en a un deuxième qui vous dit si vous êtes en train voilà. Et donc, il vous permet... Après, il ne faut pas le recontacter dans les 48 heures. Non, donc, il faut faire attention à qui vous rencontrez. Mais
bref, tout ça pour dire quoi? Ce que nous ne pouvons pas reprocher au Premier ministre et au gouvernement, de vouloir à la fois nous responsabiliser et d'éviter de prendre des mesures coercitives, réduisant nos libertés un petit peu tout le temps et partout, et en même temps s'en moquer quand il nous dit faites attention chez vous, réduisez aussi les fêtes ou les réunions familiales. Voilà. Ouais. Juste un mot, je comprends d'abord très bien, et on n'a pas envie de contaminer les gens qu'on aime et qui sont à risque. Je pense qu'il y a quand même aussi des choses très simples à faire. On commence à le dire, mais voilà, prévenir votre mère, rester à distance, pas aller l'embrasser, ouvrir en grand la fenêtre en lui disant... Je pense s'assurer que soi-même on n'est pas porteur. Alors, voilà. Mais je pense que la très grande majorité des Français le fait. Si on se met... Je ne sais pas. En tout cas, les jeunes, non. En plus, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, j'embrasse mes enfants. Je ne les ai pas vus depuis longtemps. Quand je les embrasse. Mais je pense que se faire tester, là, on y va trop fort. Parce qu'à ce moment-là, vous allez vous faire tester tous les 2 jours. Non mais j'entends bien, mais il s'agit de mettre... Là où vous avez raison, Sophie, c'est que ce matin, là, vient de tomber encore une statistique sur le taux d'incidence chez les jeunes qui explose en Île-de-France. Explose. C'est ça la réalité. Et c'est donc là où les familles doivent faire attention. Donc qui rencontre qui, comment, dans quelles circonstances. Est-ce que la parole du Premier ministre a un sens quand il dit ça? C'est-à-dire que vous faites attention, moi je fais attention, la plupart des Français font attention, mais est-ce que le fait de dire ne recevez pas des gens chez vous n'est pas de nature à... ça va braquer les jeunes. Ça va braquer les jeunes. Non mais attendez, on n'est pas là à braquer les jeunes. Je pense déjà qu'il y a une pédagogie qui est nécessaire de la part du gouvernement. On a reproché au gouvernement de ne pas avoir anticipé, quasiment aucun pays au monde n'a anticipé cette marée et cette épidémie. Donc, mais on a reproché au gouvernement de ne pas anticiper. Là, maintenant, on leur reproche de faire de la pédagogie. Il y a effectivement 2 pubs que je vois régulièrement sur les antennes. Une avec une mamie famille, avec son tout petit, avec son petit-fils, et puis une autre avec une famille où on retrouve la grand-mère effectivement en lit de réa après. Ça fait partie de la pédagogie et je pense que c'est nécessaire. Et quand le Premier ministre effectivement rappelle les gestes barrières, rappelle qu'il faut protéger les plus fragiles parce qu'effectivement on a un taux d'incidence et un taux de positivité chez les plus jeunes, chez les 20-30 ans qui est catastrophique. Mais effectivement, je suis d'accord avec Sophie, ils sont souvent asymptomatiques. Mais sauf que c'est les plus gros vecteurs de cette épidémie, et notamment vis-à-vis de leurs parents. Pas systématiquement, mais 2 nièces de 20 ans l'ont eu et ont une énorme fatigue. Non mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ils sont vecteurs de ce virus qu'ils peuvent donner à leurs parents, à leurs grands-parents. Et on est un pays latin, on aime embrasser, on aime toucher, et ça fait 8 mois qu'on ne peut pas embrasser nos proches. C'est pour ça que la vie est plus agréable en Europe. C'est plus. Est-ce que vous dites la vérité autour de cette table? Dites-moi la vérité. Je vous dis la vérité. Vous n'embrassez personne? Non. Mais moi, je vais vous le dire, j'embrasse ma mère. Voilà. J'embrasse ma mère. Mais le problème, c'est que moi aussi, j'essaie de faire des tests régulièrement pour m'assurer, et j'essaie de faire attention quand je suis dans la rue. Moi, j'embrasse pas mes enfants. Moi, j'ai fait une accolade avec le masque. On a fermé les bars. Non, mais on a fermé les bars. Là, on restreint quand même au niveau des restaurants, même si dans certains restaurants, c'est quand même assez limite. C'est pas très respecté. Globalement, on ne peut pas effectivement empêcher les gens de se retrouver. Et donc, effectivement, il est important qu'on puisse être responsable, et c'est le rôle du Premier ministre de responsabiliser les gens. Attendez, non, Jean-Luc Benamias n'a pas parlé, comme il est à distance, c'est plus compliqué. Je ne pense pas du tout que ce soit le rôle du Premier ministre. Voilà, c'est ma question. L'infantilisation globale de la société française. Il a raison. Alors, infantilisation ou pédagogie? C'est pas la même chose. Je dis régulièrement sur cette antenne. Les Françaises et les Français, dans une grande majorité, sont extrêmement prudents, respectent les règles de sécurité. Je crois. On voit, et je le vois sur Marseille régulièrement, les gens ont un masque absolument tout le temps, même dans la rue. Je dis les gens, 95% des gens. Moi, j'ai passé l'été à Nice, je peux vous dire qu'il n'y avait pas de masque, et pourtant c'était obligatoire. Nous n'interdirons pas à la jeunesse de ce pays de vivre normalement. C'est impossible. Et je le dis aussi. C'est pour ça qu'on lui dit juste, faites attention, irresponsable. Au niveau des amphithéâtres et ainsi de suite, les jeunes font extrêmement attention. Mais dès qu'ils sont en groupe, après, évidemment, dès qu'ils sortent, ils font moins attention. Mais on n'empêchera pas cela. Et c'est pas le Premier ministre qui fait lui aussi des erreurs régulières, vous l'avez vu, comme beaucoup de ministres, dans la façon de respecter les règles de sécurité, dès qu'ils sont en public, et on le voit, et je ne peux même pas leur reprocher,
des erreurs sont possibles. Mais arrêtons d'infantiliser la société française, ça n'est pas possible, qu'elle soit d'ailleurs... Et quand on regarde ce qui se passe dans le monde, ce qui est étonnant, c'est que nous, on est une espèce de recrudescence, effectivement, en ce moment, alors que, je le répète, nos compatriotes, nos concitoyens font largement attention. Alors, moi, je voudrais juste dire une chose, c'est que je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, parce qu'on le vérifie. Ce n'est pas au Premier ministre de lui dire quoi faire. En revanche, je trouve qu'il devrait y avoir une vraie pédagogie. Mais alors, c'est quoi? Alors, j'explique. Entre pédagogie, non, j'explique pas du tout. C'est quoi la différence entre pédagogie et infantilisation? La pédagogie, c'est très simple, c'est qu'il y a un médecin, par exemple, 3 minutes tous les soirs, sur les chaînes de télé, qui dit voilà. Alors, la bonne distanciation, voilà ce qui est dangereux, voilà ce que vous pouvez faire. Il y a 40 médecins par jour sur toutes les chaînes info qui ne parlent que de ça depuis 8 mois. Arrêtez. Et d'ailleurs, ils disent parfois tout leur contraire. Ils donnent leur avis sur l'état du virus, sur plein de choses. Mais les gestes, regardez. Mais tout le monde a compris, Sophie, les gestes barrières. Tout le monde les connaît, les gestes barrières. Exemple type, j'ai été la première à me faire ridiculiser parce que je parlais de la circulation du virus et des fenêtres ouvertes, où au bureau, il n'y avait pas moyen que je l'impose, où on disait mais oui, bon, etc. Maintenant, on se rend compte, parce que les médecins là étaient formels, la densité virale dans une pièce, quand les fenêtres sont grandes ouvertes, on risque presque rien. L'Allemagne, hier, Angela Merkel en a fait un des nouveaux gestes barrières officiels donc typiquement, c'est pas vrai. Du protocole allemand. Oui, mais la chancelière, du coup, est-ce qu'elle avait le droit de le dire? Parce qu'elle n'a pas infantilisé les Allemands. Mais je ne crois pas que Jean Castex soit plus infantilisant que Angela Merkel. Sur les gestes barrières, l'explication, sans que ça vienne d'un Premier ministre, avec le même porte-parole. J'ai juste un fou rire parce que j'ai même envoyé, qui travaille donc avec moi, la mise en garde de Jean Castex. Écoutez ce qu'il a dit exactement ce matin. On peut aller voir papy et mamie, mais on fait très attention. Bah oui, donc est-ce qu'un Premier ministre... C'est sa façon de s'exprimer. Il est comme ça depuis le début. Je trouve que c'est le fond, c'est pas la forme qui est importante. Ah si, la forme elle est importante aussi. On a l'impression de voir un film avec Bourvil. Je vous trouve tous extrêmement cruels avec ce personnage qui est plus simple que dans son attitude. Il n'est pas parisien et ça embête son peut-être prédécesseur. les autres. Il y en a un qui avait un côté dandy, presque british, et qu'il a cultivé, et que tout le monde adule aujourd'hui, alors quand même qu'il a mis les gilets jaunes dans la rue, qu'il a mené une réforme des retraites contre laquelle une majorité du pays est hostile. Bon, voilà, pour ne pas le citer. Et puis d'un autre... Non, mais faites attention, on allait voir papy et mamie, c'est un peu... Alors, la France profonde, c'est-à-dire moi le premier. Vous croyez pas qu'il joue un moi, jeu j'aime bien ça me gêne pas. Non, je crois qu'il est comme ça. Je pense qu'il est comme ça. Moi, je pense qu'il est comme ça. Mais tout le monde ne peut pas réagir comme les Parisiens. Quelle serait la bonne attitude? Alors, la vraie question, c'est que, et personne n'a la réponse, quelle serait la bonne attitude? C'est absolument injouable. Il faut dire aux gens d'aller bosser, mais de rester chez eux. Il faut pas donner de conseils, mais en donner quand même. La seule chose, c'est que... L'art de gouverner. L'art de gouverner, oui, mais le problème de la France, c'est que l'État pense que lui seul a la solution. Et qu'en Allemagne, il y a les Landers, etc. On nous dit, oui, on va aider les régions. Dès que les régions proposent quelque chose, on leur fonce dessus. Et ça, c'est le problème de l'étatisme. Alors, des auditeurs, Cédric nous dit, on n'est pas des dementons, mais on n'est pas débiles non plus. Pas besoin qu'on nous rabâche 150 fois les mêmes choses. Bah, oui et non. Oui, moi, je suis assez d'accord avec ce que disait Xavier Iacovelli. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de Français qui fait attention. Et puis, mais excusez-moi, mais quand on voit dans la rue les gens qui ont le masque sous le nez, bah, effectivement, ça veut dire que les gestes barrières ne sont pas compris ou ne sont pas respectés. Dans la rue, c'est très discutable. Mais il y en a très peu. Il y en a très peu. Non, mais autre témoignage personnel. Je savais que pour ceux qui ont comme moi des lunettes, c'est un casse-tête absolu. Moi, j'ai arrêté de mettre les lunettes. Je ne vois plus rien quand j'ai mon masque. Donc vous voyez souvent mon masque en dessous du nez simplement parce que les lunettes. Moi, je fais du vélo et les vélos ont le droit de ne pas avoir de masque. Et je précise que quand on est au grand air, mais il faut faire une règle générale, je suis d'accord, il n'est pas du tout indispensable d'avoir son masque, sauf dans une petite rue étroite, peut-être s'il y a beaucoup de monde. Mais il faut arrêter de dire c'est la loi. On vient d'apprendre que Sophie aimait les rues étroites. Oui, j'aime pas ça. Jean-Luc. C'est la loi dans pas mal de villes, Sophie. Tu peux toujours le dire. Enfin, la loi, oui. À 135 € dans pas mal de villes et dans les centres-villes. Tu veux que je te fasse la liste des villes en France où il faut mettre le masque même dans la rue?
Oui, je sais, toutes. Mais heureusement, à vélo, on n'a pas de masque. Donc prenez tous votre vélo. Allez, je voudrais qu'on passe à un autre sujet qui est l'attaque du commissariat à Champigny-sur-Marne. Dans la nuit donc, de samedi, c'était dans la nuit de samedi, une quarantaine de personnes qui ont pris pour cible le commissariat de Champigny avec des coups à coups de mortier. Donc mortier, non pas mortier de guerre, mais mortier de feu d'artifice, des barres de fer, des boules de pétanque. Alors un mortier, quelqu'un à Sud Radio qui vit dans un endroit où il y a ces échanges, ça ressemble à ça, hein, je vous le montre, le mortier, ça a une portée, c'est pour lancer des feux d'artifice. Ça a l'air sympathique, c'est quand même assez grand, ça se lance, ça a une portée de 10 mètres, m'a-t-il dit. Et alors quand le Premier ministre dit, ou le ministre de l'Intérieur dit je vais interdire la vente des mortiers, Micha qui travaille avec nous m'a raconté, en fait il y a un monsieur qui achète en gros en Pologne, ça s'achète sur les sites, et qui achète en gros et qui revend aux jeunes au cul du camion, comme on dit, à 2 €. Ça vaut 2 € les 3 mortiers. Donc comment on va lutter contre ce fléau, et quand on va interdire aussi les boules de pétanque, qu'est-ce qu'on va faire? Moi j'ai le sentiment... Pardon ? Faut faire attention. Les boules de pétanque, je les ai vues. C'était des petites boules de pétanque. Lancer des grosses boules de pétanque. Faut être extrêmement riche pour lancer les boules de pétanque. Excusez-moi, ça coûte très cher. Donc, on peut les voler aussi. Après, il faut faire attention, Valérie. Quand tu roules en BM parce que tu vends, tu deals. Le commissariat qui a été attaqué est le commissariat de la cité du Bois-l'Abbé. Il faut voir la cité du Bois-l'Abbé telle qu'elle existe. C'est une énorme cité. J'ai vécu à Champigny pendant très longtemps, avant d'habiter Marseille. La cité du Bois-l'Abbé est sur une grande plaine ex-agricole relativement isolée. D'ailleurs, ça a remplacé des bidonvilles de l'époque des années 60, là-bas. Et donc, c'est très isolé. Voilà. Je ne remets pas en cause. Mais ça veut dire quoi, Jean-Luc? Ça veut dire quoi, Jean-Luc? Qu'est-ce que vous êtes en train de... Non, mais Jean-Luc, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Tu essayes de justifier une attaque de commissariat. Laisse-moi finir. Je te pose une question. Est-ce que c'est ça l'esprit? Moi aussi, je suis de gauche, mais je n'accepte pas qu'on fasse l'amalgame entre l'idée qu'un terrain social est compliqué, qu'en particulier, par exemple, pendant des années, il n'y a pas eu de bus pour aller dans cette cité. Moi, je suis du Val-de-Marne aussi, je viens d'Orly-Thiais, donc je sais de quoi on parle. J'avais des tas de copains et des potes qui étaient au lycée de Champigny. Donc ces problèmes, on les connaît. Pour autant, ça justifie qu'aujourd'hui, on se comporte avec une forme d'intimidation. Je suis navré. C'est toi qui a tout de suite évoqué ce sujet de la dimension sociale du problème. Il faut la prendre en compte, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que quand on est armé de ces objets qui s'appellent les mortiers d'artifice, et qu'on attaque sciemment pour intimider les forces de l'ordre, on se met plus qu'hors la loi. C'est inacceptable. On commence par dire non. C'est juste. Comment on dit non? Dis-le. On commence par dire non. Attends, Jean-Luc, si, quand vous évoquez le contexte social, etc., c'est une manière de justifier. Il n'y a pas de justification à cette façon d'agresser. On se fiche complètement du contexte social. C'est de remettre dans le cadre social. On s'en fiche pas, c'est là où on n'est pas d'accord, Sophie. Cette situation. Mais c'est autre chose. Pas tous en même temps. Ce n'est pas la première fois. Tous égaux devant le crime. Ce commissariat a déjà été attaqué il y a plusieurs mois. De la même manière. Il y a bien un problème là de conception de la vie sociale. Mais enfin, elle justifie pas d'attaquer des individus. D'attaquer un commissariat. Pas moi. Qui dit ça? Si, vous. Qui dit ça? J'ai vécu à Noisy-le-Grand juste à côté. J'étais maire adjoint à la sécurité publique, délégué à la police nationale dans la ville d'à côté à Noisy-le-Grand où des événements de même genre existaient. Je ne dis pas ça. Je dis que je regarde ces situations de 40 jeunes qui attaquent et c'est absolument inacceptable. Un commissariat de quartier, c'est inacceptable. Comment ça arrive? Comment on arrête tout ça? Mais le comment, on est au-delà du comment, malheureusement. Non, moi je pense très honnêtement que attaquer un commissariat, quelle que soit la personne qui attaque, nous sommes égaux devant le crime et l'attaque d'un commissariat. Je pense qu'il y a un moment, on est tous coupables de la même façon et égaux de la même façon. Je veux dire, moi je veux bien qu'on continue à expliquer pourquoi depuis 10 ans on en est arrivé là. Je peux plus entendre cette phrase parce qu'on va vous dire qu'on n'a pas intégré, on n'a pas fait de mixité sociale. Tout ça est vrai, on le sait, on les a les constats. En attendant, aujourd'hui, il faut des solutions. Je veux dire, il n'y a plus d'excuses, il faut juste des solutions. Alors peut-être qu'on peut s'interroger
Xavier, monsieur le sénateur, vous voulez nous dire quelque chose peut-être? Moi, je suis complètement d'accord. Bien sûr que c'est pas acceptable. Il faut condamner, et d'ailleurs, il faut condamner notamment parce que c'est souvent des mineurs, et donc il faut qu'on puisse avoir une réponse pénale beaucoup plus rapide et des sanctions beaucoup plus efficaces. Des maisons de redressement tout de suite. Non mais au-delà des maisons de redressement, aujourd'hui, et d'ailleurs le garde des Sceaux l'a dit lors de débats en question d'actualité au gouvernement. L'immédiateté de la peine. Mais l'immédiateté de la peine. Aujourd'hui, on a une peine qui arrive 14 à 18 mois après, et souvent c'est du sursis parce que c'est des mineurs. Il y a une loi, un projet de loi qui arrive. De loi, on n'en peut plus des projets de loi. Excusez-moi, jusqu'à preuve du contraire, on est dirigé par du droit et le droit est fait par la loi. Alors, et donc en l'occurrence, on est obligé de passer par une loi. Attendez, juste. Et donc, au lieu de ça, non, il faut un projet de loi. Il y a des institutions dans notre pays. Il faut les respecter. Sophie, je sais que c'est compliqué. On n'est pas dans le monde de l'entreprise ici. Il y a des règles à respecter. Et donc, en l'occurrence, il faudra une immédiateté de la peine. Plutôt que d'attendre 14 à 18 mois, on fait tout de suite un travail d'intérêt général non rémunéré qui permet d'avoir une sanction. Qui va la faire appliquer? Mais j'en ai parlé avec des policiers, des magistrats qui vous disent qu'elles ne sont pas appliquées même 18, 24 mois. D'où l'intérêt de faire un projet de loi. C'est justement pour changer la loi et faire en sorte. Je ne crois plus à ça. Mais qui va changer? Qu'est-ce qu'on fait, Sophie? Alors dites-moi, Sophie, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne croit plus à la loi, on ne croit plus aux forces de l'ordre, on croit à quoi? Alors je suis d'accord, sauf que quand on décide, d'abord il y a des situations d'urgence, et quand on décide quelque chose, il faut changer les institutions pour qu'un projet de loi ça prenne maximum un mois. Voilà. Alors ça suffit. Stop, on se retrouve dans un tout petit instant. 0826 300 300 si vous voulez réagir. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, nous parlons de l'attaque du commissariat à Champigny-sur-Marne. Alors je vois ce matin Frédéric Pechnard, qui était l'ancien directeur général de la police, qui évoque la possibilité d'une riposte. Il dit: le choix de ne pas riposter n'est pas admissible. Aujourd'hui, on a des individus qui sont en guerre contre la police, et il faut pouvoir répondre. C'est compliqué, vrai qu'aujourd'hui, pardon, c'est compliqué. Légitime défense. Donc là, effectivement, personne n'a été arrêté après ce. Bah oui, mais il fallait trouver les coupables. Mais l'un des syndicalistes SGPFO très engagés sur le terrain, sur le Val-de-Marne, qui intervenait ce matin dans Parlons vrai, dans la matinale de Patrick Roger et de Cécile de Mélibus, nous disait en direct qu'il connaît très bien ce terrain, et qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui la hiérarchie autorise les troupes sur le terrain à riposter avec notamment des LBD qui sont interdits en revanche maintenant dans les manifestations, vous le savez, mais donc ils ont l'autorisation de riposter. Le sujet de Champigny-sur-Marne, c'était la problématique des effectifs. Ils étaient à ce moment-là deux dans le commissariat. Deux à l'extérieur. Oui, non, mais ils étaient très peu nombreux à ce moment-là, très tard dans la nuit. Qu'est-ce qu'aurait voulu dire une riposte? C'est une action presque tactique militaire qui est d'une autre nature, qu'il aurait fallu mener, et ils n'avaient ni les effectifs, ni l'entraînement, ni les outils nécessaires, et on n'allait pas imaginer une riposte au revolver ou au pistolet automatique. Donc, mais il y a un moment, il faut peut-être que les policiers commencent à faire peur aux voyous. Oui, alors vous avez raison, c'est le sujet qu'évoquait d'ailleurs ce syndicat. Il disait, le sujet maintenant, c'est que nous commençons à ne plus oser, ne plus oser agir, à ne plus oser frapper, à ne plus oser. Voilà. Et c'est un sujet, si en effet ceux qui sont détenteurs de la force pour la loi, au service de la loi, ne sont plus en capacité d'agir et d'utiliser cette dimension qu'est la force, la coercition, y compris la plus dure, de façon cadrée et régulière. S'ils ont peur de l'utiliser alors que ce sont eux qui ont cette arme-là, alors en effet il y a un souci. Oui, les policiers ne font plus peur. Quand j'expliquais, Valérie. Attendez, oui, Xavier Iacovelli est en train de répondre, puis après c'est vous. C'est un peu la question qu'on peut se poser. Oui, moi, ce que je vois aussi au niveau des effectifs, c'est que effectivement, là, c'est a priori, dans ce contexte. Hein, oui, dans ce contexte, c'est un commissariat de quartier, donc ça veut dire que c'est pas le commissariat principal, donc les effectifs sont plus restreints. Mais effectivement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit que dans tous les quartiers, il faut avoir des gros commissariats avec beaucoup d'effectifs, ou est-ce qu'on garde malgré
tout les petits commissariats qui nous permettent d'avoir cette proximité dont on demande et dont les quartiers demandent cette proximité et d'avoir de la présence policière. Moi je maintiens malgré tout qu'il faut cette présence. Mais attention, c'était pas une critique de ma part sur les effectifs. J'ai pas dit que c'était une critique. C'est pour dire qu'il ne pouvait pas riposter par rapport à la remarque de Pechnard de façon militaire. Je complète ce que vous étiez en train de dire. Et effectivement, je pense qu'on a des problèmes d'effectifs dans la police nationale. On a eu 13 000 policiers en moins sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il y en a eu 5 000 ou 6 000 de plus sous Hollande pour essayer de compenser. Et là, on en est à 10 000 de prévus sur l'ensemble du quinquennat. Il y a 1 milliard de plus qui ont été mis sur la table sur le budget du ministère de l'Intérieur, notamment pour réaménager les commissariats qui sont une catastrophe en termes d'accueil du public, mais aussi pour le travail des policiers. Après, il y a une question aussi, et c'est toute la question, et notamment en Ile-de-France, de la mutualisation et la rationalisation des commissariats. On est en train de fermer des commissariats pour avoir effectivement plus d'effectifs sur le terrain et moins en administratif. Mais du coup, on risque de perdre cette présence dans les quartiers qui sont les plus demandeurs. Au risque, je vais provoquer Jean-Luc Benamias, mais disons les choses. Au départ de cette affaire, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une raison invoquée par un certain nombre de jeunes du quartier comme étant la justification de cette opération d'intimidation. Mais de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un jeune qui, à un moment donné, et qui est notamment peut-être un des indicateurs de trafiquants locaux, qui refuse d'obtempérer et qui, sur son scooter, tout d'un coup, prend la route. Et il se blesse. Et alors, une fois de plus, on met les policiers en accusation. Pardonnez-moi, mais là, on est dans un cycle absolument... Là encore, c'est condamnable d'abord. Il doit obtempérer et on ne doit pas entrer dans cette dialectique selon laquelle ce serait justifié, finalement, de venir attaquer le commissariat parce que vous comprenez, il faut se venger des difficultés rencontrées par le jeune en question sur son scooter parce qu'il a été blessé. Enfin, de quoi parle-t-on ? Le monde est à l'envers. Oui, alors Jean-Luc Benamias. J'ai dû être mal compris, Thierry. Je remettais ces événements graves dans leur contexte géophysique localisé. Et on y revient d'ailleurs, parce que ce commissariat, ce qu'on entend là, et ce qui n'est malheureusement pas nouveau, il est possible qu'il n'y ait eu que 2 policiers à l'extérieur et peut-être 2 ou 3 dans le commissariat. Ce qui fait qu'évidemment, la riposte est impossible. On est obligé de subir. Je ne remets pas en cause du tout le travail des policiers dans ce cadre-là. Je remets en cause simplement le fait qu'on ne met pas les moyens nécessaires. Alors, Xavier Locatelli l'a dit, il y a des moyens qui ont été enlevés. Si on a des commissariats de quartier, ce qui est absolument indispensable, si on rajoute derrière, vous allez entendre ce que je veux dire, un certain nombre d'éducateurs, de choses qui font du lien social et qui permettent à ces quartiers de revivre réellement. Il faut voir comment... Dans le quartier du Bois-l'Abbé, il y a eu des agrégations au fur et à mesure du lien social en 40 ans. Non, on est d'accord avec ça. Aujourd'hui, parce que là, on est sur le petit bout de la lorgnette, on est quand même sur le symbole du recul de l'autorité de l'État, d'une manière générale. Il n'y a plus d'autorité de l'État aujourd'hui. Qui dit le contraire ? La question, c'est comment on fait. Mais pensez que la réponse ne sera que policière par rapport à ça. Déjà, elle serait policière, on serait content. Déjà qu'on commence à je souscris à Jean-Luc, à ce que dit Jean-Luc là-dessus. C'est du long terme. Il y en a une génération là qui est mal. C'est du long terme. Donc ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord pour commencer tout de suite. Mais par exemple, dire les jeunes délinquants, on va leur donner un petit boulot, pas délinquants d'ailleurs, pas forcément, les guetteurs, les mômes. On va leur donner un petit boulot à 15 € de l'heure, ce qui est déjà bien. Alors qu'ils gardent je ne sais pas combien pour guetter sur le trafic de drogue, il ne faut pas rêver non plus. Donc la réponse, en tout cas, elle est évidemment sociologique, éducative, et ça, il faut le faire tout de suite. Mais la première des réponses aujourd'hui, elle est policière. Elle est policière, c'est la réponse de l'État, c'est ne pas démissionner, c'est que l'État ne doit pas démissionner, c'est la première réponse immédiate pour la sécurité des gens. Elle est judiciaire, c'est-à-dire ces peines non exécutées, ces peines non appliquées, personne ne contrôle. Vous pouvez faire passer toutes les lois que vous voulez, mais si ce n'est pas appliqué, ça ne changera rien. Je suis complètement d'accord avec vous, et c'est d'ailleurs pour ça que le garde des Sceaux a négocié aussi en interministériel pour avoir plus de budget, plus 8% cette année. Les écoles de greffiers... Il est où le budget ?
les écoles de greffiers sont à plein parce que c'est aussi ça. On manque mieux, c'est important. C'est 8%. Vous vous rendez compte que c'est dans le budget de l'État 8%. On a 8% de plus et c'est justement pour avoir des recrutements supplémentaires. On va doubler aussi, on va avoir des assistants judiciaires pour doubler les juges. On va pouvoir multiplier par 2 les jugements. Ça c'est bien, oui. Mais tout ça, ça fait. Enfin, on est aussi... le pays qui claquons le plus de fric pour la fonction publique en général. Je dis ça. Pas pour l'État. Non, mais c'est jamais au bon endroit. Oui, on claque, comme disait le président de la République, on claque un fric fou. Oui, mais on est aussi le pays du monde qui protège le mieux ses citoyens, ses concitoyens. Mais si, je suis désolé. Aujourd'hui, regardez dans les autres pays comment est-ce que la gestion de la crise, on a été le pays qui a le mieux et le plus protégé à la fois les entreprises, à la fois. Non, mais économiquement, mais pas du tout sanitairement. Pas d'un point de vue du sanitaire. Non, je parle économiquement, on a protégé. Trop d'ailleurs par certains moments. Peut-être trop, mais en tout cas, c'est pour ça qu'il y a aussi des contrôles. Mais moi, je pense au contraire que le garde des Sceaux a vraiment pris ça à bras le corps parce qu'il connaît aussi le terrain pour le coup du judiciaire. Il voit bien aussi les limites de ce qu'on peut avoir sur le terrain et donc il était important pour lui de pouvoir s'engager directement sur une augmentation de moyens. On a l'impression d'entendre des mots, même quand on entend Gérald Darmanin qui dit il annonce vouloir interdire la vente au public des mortiers. Attendez, juste voilà, interdire les mortiers d'artifice. On sait très bien que ça s'achète sur Internet. On sait que. Mais d'accord, mais alors la drogue, si on disait non, on n'interdit plus la drogue. Je sais que les écologistes veulent légaliser le cannabis, mais en l'occurrence, aujourd'hui, la drogue est interdite et pourtant on peut quand même en acheter dans certains Parce qu'on n'a pas vraiment lutté contre. On a acheté la paix des banlieues pour ce trafic de drogue. C'est aussi important que l'État puisse dire il est interdit maintenant d'acheter des mortiers et ceux qui sont en possession de mortiers auront des sanctions et seront condamnés. Oui, mais ils n'ont pas de sanctions déjà quand ils tabassent les petites vieilles. Et d'ailleurs c'est déjà interdit, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, cela dit, je vais aller peut-être dans le sens de Jean-Luc à un moment donné. Je me dis 2 choses. Est-ce que non, c'est pas une affaire d'être gentil, c'est une affaire de raisonnement. Et pour le coup, j'adhère à certaines idées. Je m'interroge sans avoir de religion sur l'idée de la légalisation du cannabis. Je m'explique. Aujourd'hui, et c'est la dimension sociale aussi du problème, c'est que les trafiquants et les trafics sont des éléments de structuration sociale dans beaucoup de quartiers. Il faut le reconnaître. Le premier qu'il sait, c'est chaque ministre de l'Intérieur. La première chose que lui disent ces experts quand il arrive, c'est comment ça fonctionne et où sont les 100, les 130 quartiers dangereux, à problème, ou qui sont d'abord des zones de non-droit. Et quand on vient gêner ces zones de non-droit, eh bien, on déclenche souvent des poussées de fièvre. Et donc là-dessus, la question qui nous est posée, c'est de savoir comment on arrive à ne pas voir s'embraser comme en 2005 tous ces quartiers à la fois. C'est la question que posait Gérald Darmanin. Et donc, c'est une dimension sociale. Et c'est parce qu'en effet, il y a une réalité sociale à laquelle on ne peut pas apporter de solution sur le coup, qui engendre en même temps ces violences. Tout est lié. Non, je ne les excuse pas. Je fais le lien. Et je dis que c'est très compliqué pour les autorités. Thierry, alors, juste un mot quand même. C'est pour vous dire que votre exigence de rapidité, d'immédiateté dans les décisions est absolument trop simpliste, si vous voulez. Thierry, je vais quand même vous dire un petit peu, dans la gendarmerie réserviste, donc je les interroge énormément. Et la réalité, c'est que, alors, d'abord, on est un des derniers pays au monde déjà à adopter le cannabis thérapeutique. Donc déjà, on a un retard incroyable. C'est pour ça que je me demande si c'est pas une bonne idée de Jean-Luc et de ses amis. On a beaucoup étudié ça, y compris Alain Madelin qui l'a proposé il y a 15 ans, qui est un libéral, il y a 20 ans, qui avait proposé ça. Et le problème, c'est qu'ils ont dit qu'immédiatement, parce qu'il faut savoir que les caïds qui organisent ça sont très très doués, des très bons chefs d'entreprise. Et qu'on a très peur que ça aille immédiatement sur une drogue plus dure. Et que c'est la vraie problématique. Et que, en plus de ça, pour interdire, je finis juste, pour interdire ce trafic de drogue, il va falloir des moyens qui vont embraser toutes les banlieues de France en même temps, que nous n'avons pas les moyens de contenir. Et que le jour où on va dire, voilà, on fait un grand coup de force, on ne sait pas du tout comment on va maîtriser la situation. Mais on l'a fait déjà. C'est 2003, Nicolas Sarkozy, une de ses réussites, ce sont les GIR, les groupements d'intervention régionaux, qui ont permis que tous les services publics travaillent ensemble pour s'attaquer au portefeuille des caïds. Et ça a marché. Seulement, il y a eu les émeutes de 2005, 2 ans après. Voilà. Ouais, donc c'est ça dont ils ont peur. C'est la complexité, mais je ne sais plus qui ce matin, je ne sais plus si c'est Valérie Pécresse ou qui évoquait le fait de donner des emplois
mois. C'est ça, c'est ce que je disais. À des jeunes. Mais payer 15 € de l'heure alors qu'ils On l'a gagnent déjà une fait, fortune on le fait en déjà. surveillant en pied des Ça immeubles. marche pas. Ça ne marche pas. Mais vous en faites tout la cas, comparaison, hein, 200 € 100 € par jour pour certains, 200 € par Exactement. semaine pour d'autres. Exactement. Cela dit, il ne faut pas sans critiquer rien- tout. sans rien faire, Il sans faut rien faire. essayer. Et je pense qu'il y a des jeunes quand même qui ne sont pas des escrocs. Et que donner un peu d'argent et leur donner des petits boulots, Mais c'est c'est l'essentiel mieux des que jeunes. rien. Au-delà C'est des boulots, c'est essentiel. l'éducation Mais et comment- une formation pour se sortir aussi Oui, parfois oui, bien de sûr, ce milieu bien sûr. qui est Mais parfois gangréné par. comment on a dévié de notre débat qui était ces attaques injustifiables, Ben, c'est le même sujet. inqualifiables, Pas la c'est le même Parce solution. que c'est le terreau de ça aussi. Oui, donc aussi. c'est Moi, aussi. je vais dire, je rends hommage. Mais- Finalement, on a commencé par rendre Ouais. hommage, en ce qui me concerne en tout cas Ouais. au service public. Moi, je voudrais rendre hommage à tous ceux qui, tous les matins, blancs, jaunes, noirs, chrétiens, musulmans ou athées, qui se lèvent et qui vont bosser. Merci, et c'est qui s'en Jeanne sortent, Mabouane. et qui s'en Non, mais sortent dans ces merci. quartiers Bien parce sûr, qu'il n'y a pas que de la merci. délinquance dans ces C'est quartiers. l'essentiel du J'aimerais Bien pour sûr. finir un hommage C'est- à J'aime ma boîte jeudi prochain, jeudi 15. Et vous savez quoi? On a Moi, applaudi j'aime les ceux qui se lèvent soignants. pour aller la défendre Eh la bien, boîte. on les a salariés, applaudi les soignants. à juste Les titre. salariés, oui. les Il faut étudiants. Pas tous en même applaudir temps. les salariés jeudi 15 octobre et les célébrer parce que Tous les vraiment, jours, moi, je les tous les applaudis, jours. tous les jours. Non, mais Ben alors, il y a sincèrement. un jour dans l'année pour J'aime ma boîte. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous. Merci et très bonne journée sur Sud Radio.